La dette publique agit comme un immense transfert d'argent des classes pauvres et des classes moyennes vers des classes aisées. D'un côté, tout le monde paye des impôts, de la TVA, de la CSG, de l'impôt sur le revenu, qui servent en partie à payer les intérêts de la dette. De l'autre, seuls les plus riches perçoivent ces intérêts, directement ou indirectement via leurs placements financiers. Pour donner un ordre de grandeur, c'est une dizaine de milliards qui passent chaque année des poches des classes moyennes vers les très riches. On est bien face à un Robin des Bois maléfique qui prend aux pauvres, via l'impôt utilisé pour payer les intérêts, pour donner aux riches qui détiennent la dette. Et ça dure depuis 50 ans. C'est pour rembourser les riches, désolé. La dette publique est donc un mécanisme d'accroissement des inégalités qui augmente d'environ 5% les revenus des plus riches. Alors, je souligne au passage l'arnaque de l'élément de langage habituel. Oui, la dette qu'on laisse à nos petits-enfants. Je ne veux pas que nous leur laissions un monde écrasé de dettes. Non. C'est la dette qu'on laisse aux petits-enfants des pauvres, qu'ils devront rembourser aux petits-enfants des riches, après les avoir gavés d'intérêts pendant des décennies. Au total, la dette publique fonctionne comme un impôt caché et très injuste. C'est un impôt qu'on ne vote pas, puisque c'est le résultat des emprunts passés, qui ne touche pas les bonnes personnes, puisqu'il pèse sur l'ensemble des contribuables pour enrichir une minorité, et dont on ne sort jamais si on ne change pas les règles du jeu. Karl Marx, il y a près de 2 siècles, avait parfaitement analysé ce phénomène en parlant du crédit public, ce credo du capital qui ne cesse de rançonner l'État. Il dénonçait la dette publique comme un moyen pour la bourgeoisie de s'enrichir en touchant des rentes sur l'État aux dépens du peuple. Il est donc étonnant de voir des gens de gauche valider ce système aujourd'hui. En tout cas, on y est. Le néolibéralisme moderne a poussé ce mécanisme jusqu'au bout de sa logique en mettant l'État au service des plus riches. Il gagne à tous les coups. D'abord, ils payent moins d'impôts que s'il n'y avait pas eu de déficit, ce qui augmente donc leur épargne. Et ensuite, ils font fructifier cette épargne aux frais du contribuable en achetant des obligations d'État qui versent des intérêts garantis et pratiquement sans risque. Tout ça se fait très discrètement, sans jamais être dénoncé dans les discours officiels ni dans les grands médias. Regardez ce graphique éloquent et probablement inédit. C'est l'évolution chaque année de la dette publique, en orange, et de l'épargne des ménages, en bleu. On voit clairement que les deux vont de pair. Plus la dette augmente, plus l'épargne augmente. Et c'est parfaitement normal. Si le déficit augmente, c'est qu'on a appelé encore moins d'impôts que nécessaire, ce qui est autant d'argent qui reste dans la poche des plus riches, vu que ce sont eux qui payent le plus d'impôts, ce qui est la définition même de l'épargne. Et bien sûr, l'épargne qui augmente fortement dans ce graphique, ce n'est pas la nôtre, on s'en s'est rendu compte, c'est celle des plus riches. Après, ce qui est un peu étrange, c'est que de nombreux économistes progressistes rechignent à critiquer ce système. Certains vont jusqu'à le justifier en semblant confondre haut niveau de dépenses publiques, qui peut être souhaitable socialement, et endettement public élevé, qui n'est qu'un moyen de financement parmi d'autres, qui en plus est très discutable. Pourtant, l'un n'implique pas l'autre. On pourrait très bien avoir de fortes dépenses publiques sans dette en les finançant par l'impôt. La dette, c'est un choix politique. Et malheureusement, tant qu'on reste dans le dogme néolibéral, on continuera sur cette voie qui nous mène au désastre.